Bonjour les amis, en gros, il y a deux types de journalistes. D'un côté, il y a les journalistes qui font bien les massages et le café. Donc ça, c'est le bureau rangé. C'est le bureau de la photo officielle, c'est le bureau de tous mes prédécesseurs. Qui l'ont bougé au fur et à mesure aussi. Il y avait un bureau qui était là. Voilà. Et puis de l'autre, il y a les journalistes qui savent gratter là où ça fait mal. Et dans cette seconde catégorie, Edoui Plenel se défend très bien. Et c'est d'ailleurs marrant, quand Edoui Plenel est invité sur des plateaux télé avec d'autres journalistes, on a l'impression que les journalistes sont pas très à l'aise, comme s'ils sentaient bien, au fond d'eux, que leur métier relevait plus de la com que du journalisme. Dans les méthodes, à quel moment on se pose la question quelle est la différence entre espionnage et journalisme? Nous nous posons toutes ces questions que quand vous aussi, là, que quand il s'agit des puissants. Vous ne vous les posez pas quand il s'agit des gens de peu. Edoui Plenel, il y a cette affaire des... Et les journalistes ont raison d'avoir honte, et les politiciens ont raison d'avoir peur, parce que Plenel est redoutable. Et il est redoutable notamment parce qu'il maîtrise aussi bien les preuves techniques que les preuves extra-techniques. Et ça, même si c'est la base de la rhétorique, très peu de gens y parviennent. Et du coup, il faut qu'on en parle. L'idée, c'est que pour défendre une cause, il faut savoir maîtriser deux types de preuves. D'une part, les preuves extra-techniques. Et donc les preuves extra-techniques, ce sont les faits, ce sont les morceaux de réalité sur lesquels on peut fonder la vérité de nos affirmations. Et donc on appelle ça preuve extra-technique parce que leur efficacité n'est pas censée dépendre de l'habileté de l'orateur. Une preuve extra-technique est censée se suffire à elle-même, sa force persuasive, son efficacité est censée être indépendante de la technique rhétorique de l'orateur. Et je voudrais insister sur le fait que dans le débat public, les preuves extra-techniques, c'est quelque chose de rare et de précieux. Parce que les citoyens, comme vous et comme moi, quand on donne notre opinion, quand on débat des affaires en cours, on ne s'appuie pas sur des vraies preuves extra-techniques. Même si constamment on est en train de dire qu'on s'appuie sur des faits, même si on est en train de dire qu'on peut prouver la vérité de nos propos, même si on arrive à s'en convaincre, le plus souvent, on s'appuie sur des informations de deuxième ou de troisième main. Et je voudrais vous proposer un petit exercice de gymnastique intellectuelle pour que vous réalisiez bien à quel point le recours aux preuves extra-technique est exigeant. La prochaine fois que vous voulez donner votre opinion sur une affaire en cours, du genre machin a magouillé ou machin est corrompu, imaginez que vous deviez faire cette affirmation dans un cadre judiciaire, dans le cadre d'un procès où vous auriez été accusé en diffamation, et si vous n'êtes pas capable de prouver que la vérité des faits que vous avancez est totale, parfaite et complète, vous risquez très gros, vous risquez de devoir débourser une grosse somme d'argent. Quand on fait cet exercice sérieusement, on se rend compte d'à quel point c'est difficile de produire des preuves extra-techniques, et plus généralement, on se rend compte à quel point c'est difficile de dire des choses vraies. Et c'est pour ça que Plenel est prudent dans ses propos. Regardez par exemple dans le cadre de l'affaire Benalla, ses efforts pour que ses affirmations soient suffisamment précises pour qu'elles soient testables. Attention, ne nous perdons pas. Revenons à l'essentiel. Mediapart révèle quoi dans le feuilleton Benalla? Que M. Benalla écrase, juste quelques jours après avoir été mis en examen, en violation de leur contrôle judiciaire qui leur interdit de se rencontrer, se rencontrent. Et si Plenel dit ça, c'est parce qu'il sait que l'enregistrement existe et qu'il pourrait le donner, par exemple dans le cadre d'une procédure en diffamation, ce dont on le menace d'ailleurs régulièrement. Donc si quand Plenel parle, il tient ses interlocuteurs en respect, c'est parce qu'il a acquis cette maîtrise de la preuve extra-technique. Non seulement il a le réseau et les méthodes nécessaires pour produire des preuves, mais en plus, vu qu'il est constamment sous la menace de procès en diffamation, il a acquis cette rigueur nécessaire à formuler des affirmations qui sont suffisamment précises pour qu'il puisse les prouver avec des preuves dont il dispose vraiment. Peu de gens font ça, peu de gens sont capables de faire ça, et donc c'est un bel objectif à vous fixer. Mais c'est pas tout. Il y a une autre dimension à la compétence de Plenel. L'idée, c'est que si vous voulez gagner une cause, les faits ne suffisent pas. Parce que vos adversaires peuvent très bien essayer de nier vos faits, ils peuvent très bien essayer de minimiser vos faits, ou ils peuvent également essayer de produire des faits alternatifs. Et c'est là que les preuves techniques entrent en jeu. Et donc les preuves techniques, c'est une série de stratégies, c'est une série de techniques rhétoriques qui vont vous permettre de défendre vos faits, qui vont vous permettre de défendre votre version des faits. Ces preuves techniques sont au nombre de 3, et vous les connaissez, logos, ethos, pathos. Le logos, c'est les raisonnements dans lesquels vous intégrez vos faits. Par exemple, X prétend qu'il ne connaît pas Y, alors qu'il y a une photo sur laquelle on les voit ensemble, donc on peut imaginer que X a quelque chose à cacher. L'ethos, ensuite, c'est toutes les stratégies qui concernent la construction et la déconstruction de la crédibilité de l'orateur. Donc vous avancez des faits, mais on peut très bien vous accuser de mentir, d'être biaisé ou d'être mal intentionné. Et
ça, dans le cas d'Edoui Plenel, c'est souvent un point central, parce que quand on peut pas nier la vérité des faits qu'il avance, on peut s'en prendre à son ethos. Est-ce que la méthode avec laquelle il a obtenu ses preuves est bien éthique? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, d'enregistrer une conversation téléphonique privée? Est-ce que c'est bien moral de faire ça? Le pathos, enfin, c'est tout ce qui touche à la gestion des affects. Si vous voulez gagner une cause, les faits, ça suffit pas. Il y a également un jeu qui s'instaure au niveau des réactions émotionnelles qu'on devrait avoir au sujet de ces faits. Par exemple, dans le cadre de l'affaire de Rugy, c'était un point important, parce que l'objectif de Plenel et de Mediapart, c'était que le public considère que les dîners organisés par De Rugy soient quelque chose de scandaleux, soit matière à indignation. Et puis d'un autre côté, l'objectif de Rugy, parfois épaulé par certains journalistes, c'était d'apaiser cet affect. C'était que le public perçoive ces dîners comme quelque chose de normal, comme quelque chose de pas trop grave, comme pas matière à s'indigner. Et donc la force de Plenel, c'est d'être aussi fort dans le registre des preuves extra-techniques que dans celui des preuves techniques. Et je voudrais à ce propos qu'on regarde une séquence où des confrères journalistes s'inquiètent du fait que les preuves, dans le cadre d'une des affaires Sarkozy qui a été portée par Mediapart, soient pas suffisantes à établir sa culpabilité. Et donc Plenel, au lieu de répondre sur le fond, au lieu d'essayer de démontrer que ces preuves sont bel et bien suffisantes, il va jouer sur le pathos en reprochant à ses confrères de se soucier plus du traitement judiciaire des puissants que de celui des petites gens. Nous avons quand même une immense émotion qui crée de l'injustice. Ceux qui nous écoutent se disent « mais attendez, ils en font autant ?» pour le petit délinquant de besoin, ils en font autant pour le gilet jaune primo-manifestant qui, parce qu'il avait un truc, s'est retrouvé à faire 2 mois de prison. Ils en font autant. Oh, qu'est-ce que c'est que toute cette émotion? Donc Plenel est fort, très fort, si fort qu'il est capable de faire tomber des ministres, comme on l'a vu récemment avec l'affaire de Rugy. Et du coup, je comprends qu'il puisse y avoir un débat sur sa légitimité d'être à la fois journaliste et procureur. Plenel est devenu un collabo des flics. Quand il écrit au procureur de la République pour demander des poursuites contre un homme, en l'occurrence Jérôme Cahuzac, journaliste ou flic? Parce qu'en plus, Plenel, il a aussi son idéologie, il a aussi sa vision politique, et quand il décide de faire tomber quelqu'un, c'est sûrement qu'il a une idée derrière la tête. Mais le truc, c'est que les scandales qu'il révèle, le plus souvent, ils sont bien réels. Donc si vous voulez le fond de ma pensée, l'idée, ce serait pas de réduire les pouvoirs de Plenel. L'idée, c'est qu'il y ait plus de journalistes, chacun avec leur vision du monde, chacun avec leur idéologie, qui fassent un travail aussi rigoureux que celui de Plenel, qu'ils permettent de faire émerger des scandales de droite comme de gauche, et si on se rend compte que c'est pas possible de faire une carrière en politique en étant tout à fait clean, en étant impeccable, il sera temps de se poser la question de changer de système. En attendant, je vous encourage à défendre les causes et les projets auxquels vous croyez avec autant de rigueur et d'agilité rhétorique qu'Edoui Plenel. J'essaie de vous y aider à mon petit niveau, et je suis d'ailleurs content parce que j'ai l'impression qu'on commence à avoir un échange, qu'on commence à avoir une discussion. Et d'ailleurs, l'idée de cette vidéo sur Plenel m'a été suggérée à la suite d'une question que je vous ai posée sur l'onglet communauté de la chaîne, et donc je vous remercie d'avoir répondu à ma question. Et il y a même 2 d'entre vous qui m'ont fait un don sur Tipeee. Merci beaucoup, c'est super sympa. Pour aller plus loin sur cette question des preuves extra-techniques, je vous laisse avec une vidéo que j'avais faite au moment de l'affaire Benalla. J'avoue que j'ai un peu honte de la forme, mais je suis encore d'accord avec le fond. A tout de suite. Let's go.